La théorie du contrat social est le récit explicatif de l'autorité politique le plus important des 400 dernières années. Elle soutient que, du moins dans certains pays, il existe une relation contractuelle entre le gouvernement et les citoyens. Le contrat exige que le gouvernement fournisse certains services à la population, notamment la protection contre les criminels privés et les gouvernements étrangers hostiles, et en retour, les citoyens acceptent de payer leurs impôts et d'obéir aux lois. Selon les termes de la théorie traditionnelle du contrat social, les responsabilités que l'État et les citoyens ont l'un envers l'autre proviennent d'une obligation contractuelle, c'est-à-dire que les citoyens doivent obéir à la loi parce qu'ils ont accepté de le faire. Le contrat social est donc la source de la légitimité de l'État. Parce que si une personne accepte d'être soumise à certaines obligations de manière contractuelle, alors la coercition est justifiée pour forcer le respect du contrat. Par exemple, il est généralement immoral d'infliger des coupures au couteau à une personne, mais si vous êtes chirurgien et que votre patient vous a demandé de l'opérer, alors vous avez parfaitement le droit de le faire. Dans la même veine, si les citoyens ont accepté de payer le gouvernement pour ses services, alors le gouvernement a le droit de forcer les citoyens à payer. Malgré leur popularité et leur attrait apparent, les théories du contrat social souffrent de plusieurs problèmes que Michael Huemer examine dans les chapitres 2 et 3 de son livre The Problem of Political Authority, qui fort malheureusement n'a pas de traduction française. Dans ce livre, il tente de répondre à la grande question « Y a-t-il un contrat social ?» Il est vrai qu'à première vue, cette théorie montre un mépris évident pour la réalité. Chacun sait qu'il n'a jamais reçu de contrat décrivant comment le gouvernement fonctionne et lui demandant sa signature. Nous n'avons jamais été invités à exprimer notre accord par le biais d'un contrat ayant une quelconque valeur légale pour être gouverné. Mais les théoriciens du contrat social pensent-ils vraiment que ça s'est passé comme ça ? Et même s'il y avait un contrat social original, comment ce contrat pourrait-il lier des personnes nées beaucoup plus tard, qui n'ont jamais participé à l'accord original et dont le consentement n'a jamais été demandé? Bien sûr, l'histoire dépeint un tableau plus réaliste de l'origine des États, en observant que presque tous les gouvernements sont fondés sur l'usurpation et la conquête. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire d'une nation existante, soit le gouvernement a été pris de force par une personne qui n'en avait pas le droit, comme dans un coup d'État, soit le gouvernement, ou ses citoyens ou futurs citoyens, a saisi par la force les terres qu'il contrôle actuellement à ses habitants d'origine. En effet, d'un point de vue purement chronologique, le contrat social n'a aucune réalité historique. Aucun État, passé ou présent, n'est né du consentement de tous les citoyens. C'est pour cela qu'une justification est nécessaire pour expliquer la légitimité, l'autorité de l'État. Parce que les gouvernements sont considérés comme étant moralement autorisés à faire des choses qu'aucune personne ni organisation privée n'a le droit de faire. Et en même temps, on estime que les individus ont des obligations envers leur gouvernement qu'ils n'auraient envers aucune personne ou organisation non gouvernementale, même si ces dernières se comportaient de manière similaire à un gouvernement. Le fait est que nos jugements moraux établissent une distinction nette entre les actions gouvernementales et non gouvernementales. Des actes qui seraient considérés comme injustes ou moralement inacceptables lorsqu'ils sont accomplis par des acteurs non gouvernementaux seront souvent jugés parfaitement acceptables, voire louables, lorsqu'ils sont accomplis par des agents du gouvernement. C'est ce que Huemer appelle le problème de l'autorité politique. Et puisque chacun sait bien qu'il n'a pas signé de contrat avec l'État, qu'il n'existe aucun contrat social explicite, il faut une théorie du contrat social qui soit conçue pour mieux adresser ce problème. Les penseurs doivent alors modifier la définition consensuelle, la définition légale d'un contrat, pour en faire un contrat métaphorique, un contrat implicite. Le consentement explicite est celui qu'on exprime en le disant, soit verbalement, soit par écrit. À l'inverse, le consentement implicite est celui qu'on exprime par sa conduite, sans déclarer explicitement son accord. Si les citoyens n'ont pas conclu de contrat social explicite, peut-être l'ont-ils fait implicitement. Mais comment peut-on indiquer un accord sans le formuler ? Dans certaines situations, on manifeste son accord simplement en ne s'opposant pas. On peut appeler ça le consentement passif.
Imaginons qu'au cours d'une réunion en entreprise, le patron dise « La réunion de la semaine prochaine sera déplacée à mardi 10 heures. Des objections ?» Il attend et personne ne dit rien. Alors il conclut « Très bien, on se voit mardi ». Dans ce cas, il est plausible que le silence des employés, au moment où ils étaient invités à exprimer une opposition, indique qu'ils consentent à ce changement de programme. Dans d'autres cas, on s'engage à accepter certaines obligations en sollicitant ou en acceptant volontairement des avantages dont on sait qu'ils sont assortis de conditions. On peut appeler ça le consentement par acceptation d'un bénéfice. Par exemple, imaginons une personne qui entre dans un restaurant et commande un excellent menu. Après le repas, la serveuse lui apporte l'addition. Et alors là, le type dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais dit que j'allais payer quoi que ce soit. Si vous vouliez un paiement, il fallait le préciser au début. Désolé, mais je vous dois rien. » Dans ce cas-là, le gérant du restaurant pourrait légitimement répondre qu'en commandant le plat, il a implicitement accepté la condition habituelle liée à ce service, c'est-à-dire payer le prix indiqué sur le menu. Comme il est bien connu par tous que les restaurants ne servent pas gratuitement, c'était au client de préciser s'il voulait être servi gratuitement. Sinon, l'hypothèse par défaut est qu'il participe à la pratique normale de payer pour son repas. Pour cette raison, le client serait moralement tenu de payer son repas malgré ses protestations. Une troisième forme de consentement implicite est ce qu'on peut appeler le consentement par la présence, où l'on exprime son accord simplement en restant sur place. Par exemple, si j'organise une fête chez moi et que j'annonce clairement « toute personne qui veut rester devra m'aider à ranger à la fin », alors toute personne qui a entendu cette annonce et qui continue de rester chez moi pour faire la fête accepte implicitement d'aider au rangement par la suite. Et pour finir, il arrive que l'on consente implicitement aux règles d'une pratique en y participant volontairement. Cette quatrième forme de consentement implicite peut s'appeler le consentement par participation. Par exemple, imaginons une loterie avec un ticket d'entrée à 1 euro pour obtenir une chance de gagner le gros lot. Une personne décide d'acheter un ticket à 1 euro et quand le tirage a lieu, elle découvre qu'elle n'a pas gagné. Cette personne n'est pas en droit de demander à récupérer son euro, puisqu'elle avait participé volontairement en connaissance de cause à une loterie. Ces 4 formes de consentement implicite, le consentement passif, le consentement par acceptation d'un bénéfice, le consentement par la présence et le consentement par participation, peuvent chacune servir de modèle pour expliquer comment les citoyens auraient implicitement accepté le contrat social. Commençons par le consentement passif. Peut-être que les citoyens consentent simplement au contrat social en s'abstenant de s'y opposer. De même que peu de gens ont explicitement affirmé accepter le contrat social, peu de gens ont explicitement déclaré qu'ils le refusaient, à part quelques anarchistes qui ont dit clairement rejeter l'État. Le consentement par l'acceptation d'un bénéfice offrirait aussi une base quasi universelle. Presque tout le monde a accepté, à un moment ou un autre, un avantage venant de l'État. Certains biens publics, comme la sécurité nationale ou la prévention du crime, sont fournis automatiquement à tous les habitants d'un territoire. Mais ces biens-là ne sont pas pertinents pour la question du consentement car ils sont donnés qu'on le veuille ou non. Un pacifiste, par exemple, reçoit malgré lui le service de la défense militaire. Cependant, d'autres biens et services peuvent être acceptés ou pas. Presque tout le monde, par exemple, utilise les routes construites par le gouvernement. Celui-ci ne force personne à les emprunter. C'est donc une forme d'acceptation volontaire d'un avantage public. De même, si quelqu'un appelle la police pour obtenir de l'aide, intente un procès devant un tribunal public, envoie volontairement ses enfants à l'école publique ou bien profite d'un programme social, il accepte volontairement un bénéfice gouvernemental. On peut alors soutenir qu'il accepte implicitement les conditions connues pour accompagner l'existence d'un gouvernement, c'est-à-dire payer le coût de celui-ci et obéir à ses lois. Vient ensuite le consentement par la présence, qui est sans doute la théorie la plus populaire sur la manière dont les citoyens donneraient leur accord à l'État. Probablement parce que c'est la seule que l'on puisse appliquer à chaque personne vivant sur le territoire. Le gouvernement ne retient personne de force, à part les prisonniers, et il est bien connu que ceux qui vivent dans un pays sont censés obéir aux lois et payer des impôts. Ainsi, en choisissant de rester, on serait censé accepter implicitement cette obligation d'obéir et de payer. Enfin, certains citoyens pourraient donner un consentement implicite par la participation politique.
Si quelqu'un vote, on pourrait en déduire qu'il accepte le système politique auquel il participe. Cela pourrait alors l'obliger à respecter les résultats du processus électoral, y compris les lois issues de ce système, même si elles ne correspondent pas à ce qu'il souhaitait. Si l'une de ces 4 formes de consentement tenait la route, elle pourrait justifier à la fois l'obligation politique et la légitimité de l'État, au moins pour une partie des citoyens. Mais pour le savoir, on doit se demander quelles sont les conditions pour un consentement valide. Un accord valide est un accord qui est moralement légitime, c'est-à-dire qu'il réussit à rendre admissible une action à laquelle on consent ou à générer une obligation d'agir de la manière dont on a convenu d'agir. Tous les exemples qu'on a cités jusque-là étaient des accords valides, mais certains accords sont invalides. Par exemple, imaginons qu'un criminel pointe une arme sur la tête d'un auteur et exige qu'il lui cède les droits cinématographiques de son dernier livre. Si celui-ci signe, le contrat serait invalide, car la menace de violence l'a rendu non volontaire. Ou supposons que je me rends dans un magasin pour acheter une télévision, mais le vendeur oublie de m'informer que la télé est cassée et n'affiche aucune image. Dans ce cas, le contrat de vente est invalide parce qu'il est frauduleux. Les télévisions sont normalement censées être capables d'afficher des images et c'est essentiel pour que les gens les achètent. Ainsi, si l'on souhaite vendre une télévision hors service, il faut énoncer cette condition, sinon l'hypothèse par défaut est que la télévision fonctionne. En droit français, le consentement libre et éclairé est une condition indispensable pour la validité de tout acte juridique, qu'il s'agisse d'un contrat, d'un engagement ou d'une décision médicale. Libre signifie que la personne n'est pas contrainte ni manipulée, elle agit sans menace, pression excessive ou fraude, et éclairé signifie que la personne dispose de toutes les informations pertinentes pour comprendre les conséquences de son choix. Sans consentement libre et éclairé, l'acte peut être annulé car il est considéré comme juridiquement invalide. Cette notion sert à protéger l'autonomie individuelle et à garantir que toute obligation découle d'une volonté réelle et informée. Essayons de développer un petit peu les conditions d'un consentement valide. Premièrement, un consentement valide nécessite un moyen raisonnable de se retirer. Toutes les parties à un accord doivent avoir la possibilité de rejeter l'accord sans sacrifier quoi que ce soit auquel elles ont droit. Si le patron dans notre exemple de tout à l'heure dit « la réunion de la semaine prochaine sera déplacée à mardi 10h et ceux qui s'y opposent auront l'obligeance de signaler cela en coupant leur bras gauche », puis qu'il fait une pause et qu'il observe que tout le monde a toujours ses 2 bras, il ne peut pas raisonnablement en conclure « ok, c'est d'accord, on se voit mardi ». Ce n'est pas une entente valide parce que la demande que les employés coupent leur bras gauche pour signaler un désaccord est complètement déraisonnable. Inversement, dans l'exemple de la fête à la maison, si je vous demande de quitter la fête si vous n'êtes pas d'accord pour m'aider à tout nettoyer ensuite, c'est une condition tout à fait raisonnable. Je peux exiger que vous quittiez ma maison si vous ne voulez pas m'aider à ranger parce que c'est ma propriété. Mais je ne peux pas exiger que vous coupiez votre propre bras gauche parce que c'est votre propriété. La deuxième condition pour un consentement valide est qu'un désaccord explicite l'emporte sur un consentement implicite. Un accord implicite valide ne peut pas exister si une personne déclare explicitement qu'elle n'est pas consentante. Revenons à notre exemple du restaurant. Supposons qu'après s'être assis, le monsieur dit à la serveuse « Je n'ai aucune intention de payer pour la nourriture que vous m'apporterez, mais je veux bien prendre un menu. » Dans ce cas-là, si la serveuse apporte le menu, alors il n'y a effectivement aucune obligation de payer. En apportant le menu en connaissance de cause, elle a accepté de le faire gratuitement. Troisième condition pour un consentement valide. Une action peut être prise comme indiquant l'accord à une certaine chose uniquement si l'on peut supposer que, si l'on n'a pas pris cette action, la chose en question ne serait pas imposée. Clarifions ça en revenant à l'exemple de la réunion. Si le patron dit « La réunion de la semaine prochaine sera déplacée à mardi 10h et je me fiche complètement de ce que vous pouvez en penser, le changement d'horaire se produira, peu importe ce que vous en pensez. Maintenant, quelqu'un veut-il s'y opposer ?» Il attend un peu et personne ne dit rien. Alors il conclut « Ok, c'est convenu, on se voit mardi. » Dans ce cas-là, il n'y a pas d'accord valide, parce que bien que les employés aient eu la possibilité de s'opposer, ils ont également été amenés à comprendre que s'ils s'opposaient, ça ne changerait rien. Alors leur absence d'objection ne peut pas être considérée comme indiquant un accord. Cela indique simplement qu'ils ne souhaitaient pas perdre leur temps à protester alors qu'ils n'avaient aucun choix réel. Et enfin,
Quatrième condition, l'obligation contractuelle est mutuelle et conditionnelle. Un contrat place normalement les deux parties sous une obligation l'une envers l'autre, et le rejet par une partie de son obligation contractuelle libère l'autre partie de son obligation. Supposons que je commande de la nourriture dans un restaurant, il y a un accord implicite entre moi et les propriétaires du restaurant. Ils me fournissent de la nourriture et je paye le prix indiqué sur le menu. Mais si la serveuse ne m'apporte jamais mon repas, alors je n'ai aucune obligation de le payer. Leur manquement à respecter leur part de l'accord me libère de mon obligation à respecter la mienne. De plus, si une partie communique simplement qu'elle n'a pas l'intention de respecter l'accord, alors l'autre partie n'est pas non plus obligée de le faire. Ainsi, si après avoir commandé mon menu mais avant de le recevoir, j'informe la serveuse que je n'ai aucune intention de payer, alors le restaurant peut tout à fait conclure que j'ai rejeté l'accord et qu'ils n'ont aucune obligation de m'apporter mon repas. Alors, avec toutes ces conditions à l'esprit, le contrat social est-il bien valide ? Revenons à la première condition d'un accord valide. Toutes les parties à un contrat doivent disposer d'un moyen raisonnable d'en sortir. Quels sont les moyens disponibles pour se retirer du contrat social ? Il n'y en a qu'un seul, il faut quitter le territoire contrôlé par l'État. Examinons certaines des raisons pour lesquelles on ne pourrait pas exercer cette option. Pour quitter son pays, il faut généralement obtenir la permission d'un autre État d'entrer sur son territoire, et la plupart des États imposent des restrictions à l'immigration. De plus, certains individus n'ont pas les ressources financières nécessaires pour s'installer dans le pays de leur choix. Et même ceux qui le peuvent ne le désirent pas forcément en raison de leurs attaches familiales, amicales et domestiques. Et de toute manière, si on s'installe dans un autre pays, on ne fera que devenir sujet d'un autre gouvernement. Alors que faire si l'on ne souhaite consentir à aucun gouvernement ? Ceux qui cherchent à éviter toute juridiction gouvernementale n'ont que 3 options. Vivre en mer, partir en Antarctique ou se faire sauter le caisson. Dans ces conditions, l'option consistant à quitter le territoire contrôlé par l'État constitue-t-elle un moyen raisonnable de se retirer du contrat social ? Certains la jugent déraisonnable parce qu'elle impose une exigence trop lourde. Comme l'a écrit David Hume, on pourrait tout aussi bien affirmer qu'un homme, en demeurant sur un navire, consent librement à la domination du capitaine, bien qu'il ait été embarqué dans son sommeil et qu'il doive sauter à la mer et périr s'il le quitte. Fin de citation. Cependant, comme on l'a vu plus tôt, ce n'est pas là la question principale. La véritable question est de savoir si l'on demande à quelqu'un d'abandonner quelque chose auquel il a droit, comme prix de son refus du contrat social. Et ça semble bel et bien être le cas. Si le président d'une entreprise ne peut pas exiger de ses employés qu'ils se coupent le bras gauche pour exprimer un désaccord, comment pourrait-on exiger de quelqu'un qu'il abandonne son foyer, son emploi, ses amis et sa famille simplement pour manifester son désaccord avec un contrat social ? Voici une réponse possible. Peut-être que l'État possède tout le territoire sur lequel il revendique sa juridiction. Ainsi, de la même manière que je peux expulser des gens de ma maison s'ils refusent de m'aider à ranger après la fête, l'État pourrait expulser des individus de son territoire s'ils refusent d'obéir aux lois et de payer leurs impôts. Mais même si l'on admettait que l'État possède effectivement tout le territoire, on peut contester qu'il ait le droit d'expulser ceux qui rejettent le contrat social. Par exemple, si j'organise une fête sur un yacht et que toute personne qui quitte la fête est obligée de sauter à l'eau et de périr, on pourrait penser que je perds le droit de mettre quelqu'un dehors. Mais il n'est même pas nécessaire de résoudre ici cette question. Concentrons-nous plutôt sur un point plus fondamental. L'État possède-t-il réellement tout le territoire sur lequel il prétend exercer sa juridiction ? Si ce n'est pas le cas, il ne dispose pas du droit d'imposer des conditions à l'usage de cette terre, y compris la condition que ses occupants obéissent à ses lois. Michael Humer prend l'exemple des États-Unis. Dans ce cas, le contrôle de l'État sur son territoire découle 1. De l'expropriation initiale de ces terres par les colons européens au détriment des peuples qui les occupaient originellement, et 2. Du pouvoir coercitif actuel que l'État exerce sur les propriétaires individuels ayant reçu des titres de propriété sur des portions de ce territoire, transmis au fil des générations depuis les expropriateurs d'origine. Cela ne semble pas fonder un droit de propriété légitime au profit du gouvernement américain. Car même si l'on écartait la source 1, la source 2, qui s'applique à tous les gouvernements, ne constitue pas une base légitime pour une revendication de propriété. La force ne crée pas le droit. Le simple fait que l'État exerce un pouvoir sur les habitants d'une région ne lui confère pas de droit de propriété, ni aucun autre droit, sur l'ensemble des terres de cette région. Si l'on pouvait établir l'autorité de l'État,
alors celui-ci pourrait revendiquer la propriété de tout son territoire simplement en promulguant une loi se l'attribuant à lui-même. Les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être interprétées comme telles. Mais ça ne peut pas nous servir à justifier le contrat social, car le contrat social est justement censé établir l'autorité de l'État. On ne peut pas présupposer cette autorité pour expliquer comment le contrat social lui-même est établi, car ce serait un argument circulaire et donc fallacieux. Si l'on n'admet pas d'emblée que l'État a déjà l'autorité, il devient très difficile de voir comment il pourrait prétendre détenir la propriété de toutes les terres de ses citoyens. Et si l'on doit supposer que l'État a déjà l'autorité, alors on n'a plus besoin d'une théorie du contrat social. Si j'ai dans ma maison un locataire, je peux exiger de lui qu'il achète mes services de protection ou qu'il s'en aille, tant que c'est compatible avec le contrat existant. Mais je n'ai aucun droit d'exiger de mes voisins qu'ils quittent leur maison, ni d'imposer mes conditions à la poursuite de leur occupation de leur propriété. La demande selon laquelle mon voisin devrait quitter sa propre maison s'il refuse de payer pour mes services de protection ne constitue pas un moyen raisonnable de se retirer. Alors, à moins que le gouvernement ne possède réellement toutes les terres qui sont censées appartenir aux citoyens, il se trouve exactement dans la même position que moi dans cet exemple. Il ne peut pas exiger que les individus cessent d'utiliser leur propre propriété, ni fixer les conditions sous lesquelles ils peuvent continuer à occuper leur propre terrain. On doit donc conclure que la première condition d'un contrat valide est violée par le contrat social. Passons à la deuxième condition. On ne peut pas considérer qu'une personne a implicitement accepté un contrat si elle déclare explicitement qu'elle ne l'accepte pas. Dans le cas du contrat social, il existe un petit nombre de personnes qui ont explicitement exprimé leur désaccord. Ce sont les anarchistes politiques, des individus qui soutiennent qu'il ne devrait pas y avoir de gouvernement. Pourtant, chaque gouvernement continue d'imposer ses lois et ses taxes aux anarchistes. Ils peuvent protester autant qu'ils veulent, le gouvernement ne leur rendra pas leurs impôts et ne les exemptera pas de ces lois. S'il existait un État qui reconnaîtrait le désaccord explicite, alors le contrat social d'un tel État serait plus proche d'un contrat valide, au moins il ne violerait pas ce second principe des accords valides. Mais les États réels violent cette condition, et de ce fait n'ont pas d'autorité légitime sur cette petite partie de la population qui déclare explicitement ne pas être consentant. Le refus notoire de l'État de reconnaître le désaccord explicite jette forcément un doute sur la validité de tout consentement tacite qu'il prétend obtenir, même de la part de ceux qui n'ont pas exprimé explicitement leur désaccord. Même pour ceux qui, en pratique, ne souhaiteraient pas se dissocier du contrat social, il reste vrai qu'on ne leur a jamais offert la possibilité de le refuser explicitement. La deuxième condition d'un accord valide est donc bien violée. La troisième condition pour un accord valide est la suivante. On ne peut interpréter une action comme un signe de consentement à un arrangement que si l'on peut raisonnablement supposer que, si la personne n'avait pas accompli cette action, l'arrangement ne lui aurait pas été imposé. Ce principe exclut presque toutes les manières dont on prétend que les citoyens acceptent implicitement le contrat social. Tout le monde sait que l'État imposera les mêmes lois et les mêmes taxes que l'on s'y oppose, qu'on accepte ses services ou qu'on participe à la vie politique. Par conséquent, ni le fait de ne pas protester, ni le fait d'utiliser les services publics, ni même la participation au processus politique ne peuvent être interprétés comme des signes d'accord avec le contrat social. La seule forme de consentement implicite non exclue par ce principe serait le consentement par la présence. Si je cesse de résider sur le territoire contrôlé par l'État, alors l'État cesse de m'imposer ses lois. Contrairement à toutes les autres formes prétendues de consentement implicite, le fait de demeurer sur le territoire de l'État est effectivement une condition pour que ces lois s'appliquent à moi. Ainsi, seul le consentement par la présence satisfait le troisième principe d'un accord valide. Cependant, comme on l'a vu précédemment, cette idée de consentement par la présence doit être rejetée pour d'autres raisons. Enfin, examinons le quatrième principe des accords valides. Un contrat impose des obligations mutuelles aux parties, chaque obligation étant conditionnée par l'acceptation de l'autre partie de la sienne. Dans le cas du contrat social, les individus sont censés être obligés d'obéir aux lois promulguées par l'État. Parfois, des citoyens violent ces lois. Lorsque les agents de l'État en ont connaissance et disposent des ressources nécessaires, ils punissent le citoyen, généralement par des amendes ou de l'emprisonnement. Compte tenu de l'éventail immense des lois que l'État peut édicter et des peines auxquelles on s'expose en les violant, les concessions de l'individu envers l'État dans le cadre du contrat social sont considérables. L'État, en retour, est censé assumer une obligation envers le citoyen.
faire respecter ses droits, notamment en le protégeant des criminels et des gouvernements étrangers hostiles. L'État manque-t-il parfois à ce devoir, et que se passe-t-il lorsqu'il le fait? En un sens, l'État échoue constamment. Dans toute grande société, des milliers, voire des millions de citoyens sont chaque année victimes de crimes que l'État n'a pas su prévenir. Mais il serait déraisonnable d'attendre de l'État qu'il empêche tous les crimes. Peut-être que le contrat social exige seulement que l'État fasse un effort raisonnable pour les prévenir et qu'il indemnise les citoyens dans le cas où ils n'auraient pas réussi. Mais est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Admettons que, malgré l'engagement que l'État a pris de me fournir des services de protection, ma maison se fasse cambrioler sans que l'État n'ait pu l'empêcher. Dans un contrat normal d'assurance, dans ce cas-là, l'État devrait alors m'indemniser de tous les biens qui m'ont été volés. Or, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si je me fais cambrioler, alors c'est vers mon assurance privée que je vais devoir me tourner pour obtenir une indemnisation. En d'autres termes, l'État ne subit aucune conséquence pour avoir échoué à remplir sa part du contrat. Pour obtenir une indemnisation, je suis obligé de contracter avec une entreprise privée qui, elle, a vraiment l'obligation légale de m'indemniser. Cela montre bien que le contrat social qui est censé lier les individus et l'État est d'une nature différente des contrats bien réels qui peuvent lier les individus à des entreprises d'assurance privées. Si l'État n'a aucun prix à payer pour n'avoir pas rempli sa part du contrat, il s'ensuit qu'il n'y a aucune obligation mutuelle entre les parties. Donc, il n'existe aucun contrat social entre l'individu et l'État. L'État me force à le payer pour ses services de protection, mais s'il échoue à me protéger, je dois moi-même payer une autre entreprise privée pour obtenir une indemnisation. Seule la société d'assurance privée a l'obligation de m'indemniser en vertu du contrat, alors que je paye pourtant bien à la fois l'État et l'entreprise d'assurance. En d'autres termes, seul le contrat qui me lie à la société d'assurance contient bien des obligations mutuelles. Alors, le contrat social n'est pas un accord valide. Peut-être aurais-je pu accepter un tel arrangement si on m'avait laissé le choix, mais on ne me l'a jamais laissé. Cela rend ma relation avec le gouvernement non volontaire et non contractuelle. Ça ne signifie pas que toutes les relations non volontaires sont forcément immorales ou injustes. Cela signifie en revanche que la théorie du contrat social est fausse, car elle dépeint une relation non volontaire comme si elle était volontaire. La théorie du contrat social ne peut pas rendre compte de l'autorité politique. La théorie échoue parce qu'aucun État n'a offert de moyens raisonnables de s'y soustraire, c'est-à-dire un moyen qui ne force pas les dissidents à subir des coups que l'État n'a aucun droit d'imposer. Tous les États modernes, en refusant de reconnaître le désaccord explicite, rendent leurs relations avec les citoyens non volontaires. La plupart des formes de consentement implicite échouent, car chacun sait que les lois du gouvernement lui seraient imposées quoi qu'il fasse, qu'il consente ou non. Et même si un contrat social existait, le gouvernement le viole lui-même en permanence en se permettant librement de ne pas remplir sa part du contrat. Ainsi, puisque l'État refuse le principe de l'obligation mutuelle, les citoyens sont également libérés des obligations qu'ils auraient eues envers lui. La prémisse morale de la théorie classique du contrat social peut être louable. Elle dit que les relations humaines devraient, autant que possible, être fondées sur le volontariat. Mais cette prémisse contredit manifestement la réalité. Quelle que soit la manière dont on la justifie, la soumission à un gouvernement n'est évidemment pas volontaire. Dans le monde moderne, tout être humain naît sous cette soumission et n'a aucun moyen pratique d'y échapper. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme on vient de le voir, l'affirmation traditionnelle selon laquelle les individus auraient consenti à l'État ne peut être défendue de manière plausible. Alors, certains théoriciens du contrat social se tournent plutôt vers l'affirmation selon laquelle les individus consentiraient à l'État dans certaines conditions hypothétiques. Les défenseurs de toute théorie du contrat social hypothétique doivent accomplir deux tâches. D'abord, montrer que les gens accepteraient le contrat social dans leur scénario hypothétique. Ensuite, montrer que ce consentement hypothétique est moralement efficace, dans le sens où il génère des obligations et des droits similaires à ceux produits par un consentement réel et valide. À première vue, un accord hypothétique semblerait avoir peu d'importance normative. Les promesses que l'on a réellement faites lient généralement à les exécuter, alors que les promesses que l'on aurait seulement faites dans des circonstances idéalisées ne lient pas de la même manière. Seul un consentement réel peut donner à autrui le droit de nous contraindre. Cependant, il existe des circonstances dans lesquelles le consentement hypothétique est moralement efficace,
des circonstances dans lesquelles le fait que quelqu'un aurait consenti à une procédure peut rendre cette procédure permise lorsqu'il s'agit d'une procédure qui nécessite normalement un consentement. Supposons qu'un patient inconscient soit amené à l'hôpital et ait besoin d'une chirurgie pour sauver sa vie. Dans des circonstances ordinaires, les médecins doivent obtenir le consentement éclairé du patient avant d'opérer. Mais dans cette situation précise, insister sur ce principe empêcherait l'application de soins médicaux vitaux, car le patient est incapable de consentir ou de refuser le traitement. Dans un tel cas, il est généralement admis que les médecins doivent procéder malgré l'absence de consentement. L'explication la plus naturelle fait appel à la croyance raisonnable selon laquelle le patient aurait consenti à la procédure salvatrice s'il avait été capable de le faire. Alors le consentement hypothétique pourrait-il avoir une efficacité morale similaire dans le cas du contrat social ? Deux conditions sont nécessaires pour l'efficacité morale du consentement hypothétique, comme dans le cas du patient inconscient. Premièrement, obtenir un consentement réel doit être impossible, pour des raisons autres que le refus de l'autre partie de consentir. Par exemple, imaginons qu'un second patient arrive à l'hôpital, qui a également besoin d'une chirurgie vitale, mais celui-ci est parfaitement conscient. Si les médecins choisissent alors de ne pas solliciter le consentement du patient, mais administrent simplement les anesthésiques et procèdent à l'intervention qu'ils jugent la plus bénéfique, ils ne pourraient pas justifier leur comportement en invoquant la probabilité que le patient aurait consenti s'il avait été consulté. Bien que la vérité de cette affirmation hypothétique puisse atténuer la culpabilité des médecins, elle ne justifierait pas leur manquement à obtenir un consentement réel, étant donné que c'était faisable. Deuxièmement, lorsqu'on fait appel au consentement hypothétique, le consentement hypothétique des parties doit être cohérent avec leurs valeurs réelles et leurs convictions philosophiques. Imaginons qu'un troisième patient soit amené à l'hôpital dans le même état que le premier patient, inconscient et nécessitant une chirurgie vitale. Mais dans ce cas, le chirurgien connaît personnellement le patient et il sait que ce dernier a de fortes objections religieuses à la chirurgie, même pour sauver sa vie. Dans cette situation, le médecin ne peut pas procéder à l'opération en prétendant que le patient aurait consenti s'il l'avait pu. Puisque dans ce cas précis, puisqu'on connaît les convictions religieuses du patient, on sait très bien qu'il n'aurait pas consenti à subir l'opération s'il avait été consulté dans des circonstances normales. À la lumière de ces conditions, même le contrat social hypothétique ne peut pas être accepté comme valide. Pour commencer, les citoyens d'un pays donné, dans l'ensemble, ne sont ni inconscients ni mentalement incapables de consentir ou de refuser le contrat social. De plus, il n'est pas irréalisable pour l'État de solliciter leur consentement. Une raison pour laquelle les États modernes s'abstiennent de demander ce consentement peut être qu'ils ne sont pas disposés à exempter ceux qui refuseraient de consentir des exigences fiscales et autres obligations légales. Mais cette considération n'autorise sûrement pas un recours au consentement hypothétique. Pas plus qu'un médecin ne pourrait légitimement se passer du consentement réel d'un patient sous prétexte qu'il n'accepterait pas d'abandonner le traitement si le patient le refusait réellement. Deuxièmement, un accord sur un contrat social nécessiterait des modifications des croyances et valeurs philosophiques d'au moins certains citoyens. Parmi les individus sur lesquels le gouvernement est imposé, certains sont plutôt en faveur d'un autre type de gouvernement, voire sont carrément anarchistes. Il n'est donc pas raisonnable de faire appel à un consentement hypothétique pour contraindre ces individus. Mais le contrat social hypothétique fait face à un autre problème. Même si l'on pouvait montrer que toutes les personnes raisonnables accepteraient un certain système de gouvernement, ça ne permettrait toujours pas d'établir l'autorité politique. La légitimité d'un système politique relève de la permissibilité. La légitimité d'un système politique relève de la permissibilité d'imposer ce système à tous les membres d'une société donnée. Elle concerne en partie la permissibilité de nuire intentionnellement et de manière coercitive à ceux qui désobéissent aux règles du système. La théorie du contrat social hypothétique offre la justification suivante pour ce type de coercition. On peut imposer de manière coercitive un arrangement à des individus à condition que ceux-ci seraient déraisonnables de le refuser. Ce principe est en profond conflit avec la morale du sens commun. Imaginons qu'un employeur propose à un candidat un emploi tout à fait raisonnable et attrayant, avec un salaire généreux, des horaires très sympas, de bonnes conditions de travail, etc. Si le travailleur était pleinement informé, rationnel, raisonnable, il accepterait l'offre. Néanmoins, si celui-ci se montre totalement déraisonnable et refuse l'offre, l'employeur n'est pas éthiquement autorisé à contraindre le travailleur à accepter. La raisonnabilité de l'offre accompagnée du consentement hypothétique n'offrirait aucune autorisation à recourir au travail forcé.
De la même manière, un médecin ne peut pas imposer une procédure médicale à un patient, même si celui-ci est déraisonnable de refuser. Un vendeur ne peut pas extorquer de l'argent à un client, même si celui-ci refuse de comprendre à quel point son produit est génial et pas cher. La même remarque s'applique à l'obligation politique. Le fait qu'il soit déraisonnable de refuser un arrangement ne suffit pas à générer une obligation de s'y conformer. Le travailleur dans l'exemple qu'on vient de voir a le droit de refuser l'offre, même si son refus est déraisonnable. Dans la morale commune, l'irraisonnabilité d'un refus ne justifie pas qu'un particulier impose les termes d'un contrat à un autre individu. Pourtant, l'irraisonnabilité du refus du contrat social est censée justifier que l'État impose les termes du contrat à ses citoyens. Ce que la théorie du contrat hypothétique fournit, c'est donc un exemple supplémentaire des attitudes morales particulièrement indulgentes appliquées au gouvernement, plutôt qu'une justification de ces attitudes. Pour croire que l'État a le droit moral d'imposer un arrangement aux individus simplement parce qu'il serait déraisonnable de le refuser, il faut d'abord lui attribuer un statut moral particulier. Alors, passer à un contrat purement hypothétique ne peut toujours pas sauver la théorie du contrat social. En résumé, les théories du contrat social ont tendance à toujours changer subtilement les standards d'acceptation afin de donner à l'État un récit d'acceptabilité pour son autorité politique. Idéalement, la théorie aimerait nous expliquer qu'il existe un contrat explicite entre les citoyens et l'État. Mais puisqu'il est facile de rappeler que personne n'a jamais signé ce contrat, la théorie nous répond que le contrat social, en fait, est implicite. Et si l'on objecte que les conditions pour un consentement implicite valide ne sont pas remplies, la théorie nous répond « En réalité, le contrat social est hypothétique ». Et si l'on rappelle que l'on peut toujours réfuter un consentement implicite ou hypothétique avec un désaccord explicite, la théorie nous répond que le contrat social est ce à quoi des personnes hypothétiques raisonnables consentiraient. Si vous refusez de consentir, vous n'êtes pas raisonnable, donc votre désaccord ne compte pas. En d'autres termes, la théorie du contrat social est conçue pour vous expliquer que vous êtes consentant, peu importe que vous le soyez ou pas. Et cela pose problème puisque la théorie du contrat social est donc infalsifiable. Elle est là pour vous expliquer que vous êtes consentant sans avoir à vous le demander réellement. Et même si vous exprimez explicitement que vous n'êtes pas consentant, on arrive par une habile gymnastique à conclure que vous l'êtes quand même. Tous les chemins sont conçus pour mener à la même conclusion et toute preuve du contraire est rejetée par des moyens fallacieux. Le critère de réfutabilité de Karl Popper sert à différencier les théories à caractère scientifique des simples récits fantaisistes. Prenons la théorie de la gravitation. Elle est réfutable. On sait que si les objets cessaient d'être attirés par le sol, la théorie serait réfutée. Inversement, la théorie du contrat social s'immunise contre toute réfutation. Elle invente une notion de consentement indépendante de la réalité, conçue pour que rien ne puisse la réfuter. Car tout ne peut y être interprété que comme une preuve de consentement, y compris un refus explicite. Si on appliquait cette conception du consentement au rapport sexuel, alors le viol serait impossible, puisqu'il serait impossible de ne pas consentir. Une théorie dans laquelle non signifie oui doit être rangée aux côtés de l'astrologie, loin de toute prétention à une pensée rigoureuse. C'est une théorie aux conclusions inamovibles, qui part de ce qu'elle veut nous faire croire, puis construit un récit pour essayer de légitimer l'autorité politique. C'est l'inverse d'un raisonnement honnête où la logique et les faits doivent être les points de départ qui nous amènent à une conclusion. Inventer un contrat métaphorique pour proclamer unilatéralement des obligations bien réelles est une manœuvre manipulatrice et profondément antisociale. Il n'y a ni contrat ni social dans le contrat social. C'est une mythologie qui remplit les mêmes fonctions que le récit selon lequel le roi tirait son pouvoir de Dieu. Dieu a simplement été remplacé par un contrat imaginaire qui n'a de contrat que le nom. Le constat que fait Michael Huemer est radical mais limpide. Il n'existe pas de contrat social qui légitime l'État. Ni le consentement implicite, ni le consentement hypothétique ne suffisent. L'idée selon laquelle chacun d'entre nous aurait, à un moment ou sous certaines conditions, accepté de se soumettre à un pouvoir coercitif est un mythe. Et si ce mythe s'écroule, alors toute prétendue autorité de l'État s'effondre également. Pourquoi ? Parce que l'autorité politique est un statut moral particulier qui place l'État au-dessus des autres agents. On suppose généralement que l'État peut imposer des lois, collecter des taxes, forcer la participation à des guerres ou réguler nos vies, alors qu'un individu lambda ne pourrait jamais faire cela sans être immédiatement condamné. Huemer nous rappelle que cette supériorité morale n'existe pas. Les actions coercitives de l'État doivent être jugées selon les mêmes critères que celles d'un individu privé.
Si une action serait injustifiable à faire par un particulier, elle reste injustifiable quand elle est effectuée par l'État. Prenons un exemple concret, la fiscalité. La collecte forcée de taxes est universellement pratiquée par les États parce qu'elle génère pour eux des ressources importantes. Mais si l'on regarde la situation sous un angle moral, cela revient à prendre la propriété d'autrui par la force. Même si l'objectif peut être louable, financer des routes, des hôpitaux ou la défense nationale, cela ne légitime pas l'acte de coercition. La seule façon de défendre la taxation serait de présumer que l'État possède un droit moral sur notre richesse, ce qui impliquerait d'accepter la doctrine de l'autorité politique. Et c'est précisément ce que Humer refuse. Il n'y a pas de fondement moral à ce droit. Et cette absence d'autorité n'est pas un simple détail théorique. Elle a des conséquences pratiques immédiates. Pour les citoyens, elle signifie que la désobéissance aux lois de l'État est moralement justifiée. Il n'existe aucun devoir moral d'obéir à l'État. Cela ne signifie pas qu'il faille systématiquement faire l'inverse de ce que demande la loi de l'État. Cela veut dire que ce que l'individu fait, il ne doit pas le faire parce que la loi le demande. Si l'individu agit en conformité avec la loi de l'État, il ne doit y avoir là qu'une corrélation sans causalité. Bien sûr, il peut aussi y avoir des raisons pragmatiques de se conformer temporairement à la loi, par peur de représailles ou de sanctions. Mais cela relève de la stratégie, non pas de l'éthique. En d'autres termes, la soumission, si elle existe, est un choix pratique et non une obligation morale. Et ce raisonnement s'applique tout autant aux agents de l'État. Un policier chargé de faire respecter une loi injuste, un juge qui doit condamner quelqu'un sur la base d'une loi immorale, un soldat envoyé combattre dans une guerre d'agression, tous ces agents sont confrontés à des situations où leur rôle est en conflit avec la morale. Humer est très clair là-dessus. Être un employé de l'État ne confère jamais le droit moral de commettre une injustice. C'est là-dessus que je vais conclure ce podcast. La notion de contrat social est un mythe, et avec elle s'effondre toute prétendue autorité de l'État. Les citoyens ne sont pas moralement obligés de se soumettre, et les agents de l'État n'ont jamais le droit moral de commettre des injustices sous prétexte de légitimité gouvernementale. C'est une conclusion qui peut troubler, qui peut même bouleverser, mais si elle est correcte, le penseur honnête doit l'admettre. Mais le versant positif de cette conclusion est qu'elle ouvre la porte à de nombreuses discussions, à de nombreux débats. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette thématique pour ce premier podcast, et que j'ai bien l'intention d'approfondir le sujet dans de futurs épisodes.